va nous parler des textes fantômes de la littérature russe. Son intervention a comme sous-titre Une histoire littéraire du monde. Merci beaucoup. Je vais débuter par une citation assez énigmatique. Les livres dont nous cherchons la trace matérielle sont aussi dans nos mémoires. Cette phrase est prononcée par l'écrivain français Olivier Rollin en voix off dans le déroulé d'un film documentaire diffusé pour la première fois sur la chaîne franco-allemande Arte en août 2014. Ce film intitulé Solovki, la bibliothèque disparue retrace l'enquête menée par cet écrivain, l'auteur de Port-Soudan, et par son traducteur russe Valéry Kislov, à la recherche de la trace des 30 000 ouvrages qui sont censés avoir constitué la bibliothèque des détenus du camp de Sloan, à la fin des années 1920. Donc s'en est suivi une exposition en 2015 du photographe Jean-Luc Bertini. Au cœur de ces deux dispositifs, nous retrouvons des enjeux mémoriels fondamentaux, la recherche, le déchiffrement, la reconstruction parfois, des traces effacées du passé concentrationnaire. Mais le thème quasi légendaire de la bibliothèque disparue nous invite néanmoins à nous interroger sur un phénomène littéraire plus général qui a fait récemment l'objet d'un certain nombre de publications. Je veux parler de ces livres situés à la frontière du visible et de l'invisible parfois, de ces textes qui savent disparaître puis réapparaître selon des modalités mystérieuses, de ces écrits qui appartiennent à une zone d'indistinction entre présence et absence, phénomène qu'il est possible de regrouper sous l'appellation de texte fantôme. La notion de texte fantôme procède des réflexions de l'atelier de théorie littéraire de l'équipe Fabula, et en particulier du numéro 13 de la revue LHT, intitulé La bibliothèque des textes fantômes. Donc, ce numéro est paru en 2014, il a été dirigé par deux 17e francisans, Marc Escola et Laure de Préto. Cette notion, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent dans le lexique critique russe. Néanmoins, la présence fantomatique de nombreux textes perdus ou simplement lacunaires au sein de la littérature russe nous invite à distinguer les spécificités de deux approches concurrentes du temps littéraire, l'approche historique et l'approche mémorielle. Au seuil d'un bel ouvrage qu'elle a consacré à la présence des œuvres perdues, l'essayiste, et je parle bien d'essayiste et non d'historienne, Judith Schlanger, formule de la sorte cette distinction qui engage directement les problématiques épistémologiques de cette journée d'études. J'aborde la perte comme un problème de mémoire et non comme un problème d'histoire. La question de l'histoire serait que s'est-il passé, comment les choses ont-elles eu lieu. La question de la mémoire, que sont ces choses pour nous maintenant, comment se présentent-elles de notre point de vue, et quel rôle jouent-elles en nous, pour nous, dans notre dispositif intellectuel, dans notre sensibilité intellectuelle, dans ce qu'est pour nous le monde de la pensée et de l'art. Au passé historique s'oppose donc, selon Judith Schlanger, le passé présent de la mémoire, je reprends son expression, où les traces de l'inadvenu et les vestiges de la bibliothèque virtuelle tiennent une place à part. Donc, mes questionnements seront les suivants. Comment doit-on articuler ces deux temporalités pour écrire une nouvelle histoire de la littérature russe ? Cette histoire peut-elle se passer d'une réflexion sur la mémoire littéraire ? Inversement, l'histoire de la littérature russe ne peut-elle être qu'un récit mélancolique, traversé par la problématique du manque et par le deuil impossible de son propre objet ? La deuxième référence théorique qui s'impose pour saisir ce concept doit être recherchée du côté de Jacques Derrida, dans son ouvrage Spectre de Marx. Derrida s'est intéressé au phénomène de la revenance et il en retient deux caractéristiques. Tout d'abord, les spectres sont, je cite, virtuellement plus efficaces que ce qu'on appelle tranquillement une présence vivante, quelquefois. Et d'autre part, le philosophe relève le caractère intempestif de ces fantômes dont la revenance vient en quelque sorte troubler la linéarité du temps chronologique. Or, c'est cet effet d'anachronisme, time is out of joint, Derrida cite Hamlet. Cet effet d'anachronisme, on le retrouve au cœur du mouvement de disparition-réapparition du texte fantôme, et c'est lui qui intéressera notre réflexion sur l'histoire de la littérature russe. Mais de quel corpus parle-t-on lorsqu'il s'agit d'évoquer, si ce n'est d'invoquer, dans une sorte de néculia, les textes fantômes de cette littérature ? Je voudrais, dans le cadre de cette communication, m'intéresser à quelques faits emblématiques du phénomène, qui en fait sont tous connus de vous, et je parlerai essentiellement des classiques, en balayant de manière très cavalière l'histoire littéraire russe depuis la fin du XVIIIe. Néanmoins, pour ne pas diluer mon propos dans des considérations anecdotiques, je me propose d'insister sur une œuvre en particulier, celle de Fyodor Dostoïevski, pour plusieurs raisons. Il s'agit tout d'abord de démontrer que la problématique du manque traverse l'histoire littéraire russe, qu'elle ne doit pas être rapportée exclusivement à l'histoire du XXe siècle et aux problématiques politiques et mémorielles qui lui sont propres.
La récurrence des spectres comme motif thématique chez Dostoïevski est bien connue. Elle viendrait peut-être, je lance cette hypothèse, indiquer la nature ontologiquement spectrale de l'écrit, pour parler parler un peu comme Derrida. Mais bon, je passe cette idée, ce n'est vraiment qu'une hypothèse et elle ne nous intéresse pas tellement aujourd'hui. Non, mais si, je crois quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée d'anachronisme. Chez Dostoïevski, le retour des morts est toujours en fait le retour du remords, et les fameux Ugryzienia Sovisti chez Dostoïevski indiquent bien en fait un autre rapport au passé présent de la mémoire que le simple rapport du souvenir. Néanmoins, je voudrais surtout reconsidérer un genre éditorial caractéristique de la textologie soviétique, les fameux recueils d'œuvres complètes, Академическое полное собрание сочинений, à la lumière de cette question des textes fantômes. L'édition en 35 volumes des œuvres complètes de Dostoïevski est généralement considérée comme un modèle du genre. Elle a été réalisée entre 1972 et 1990 sous la direction du philologue Georgi Friedland, et elle fait actuellement l'objet d'un travail de réédition et de correction à la faveur des bouleversements idéologiques qui sont survenus dans les interprétations universitaires de ce classique depuis 30 ans. L'achèvement de ce gigantesque projet éditorial va coïncider avec les événements du bicentenaire. Or, je voudrais montrer qu'à partir du moment où il s'attache à ressaisir un ensemble d'écrits hétérogènes à des fins d'exhaustivité, les recueils d'œuvres complètes se présentent presque par antiphrase comme des recueils de textes incomplets ou inachevés. Ces objets éditoriaux sont hantés par la problématique du manque, au point que nous pourrions considérer en fait les textes fantômes de la littérature russe comme les produits du travail textologique. Partant de cette hypothèse, mon parcours va se décliner en 3 grandes modalités que j'emprunte en fait au chercheur Jean-Louis Janel dans un article de la revue que j'ai mentionné: l'inachèvement, la mutilation, la disparition, et je rajouterai moi-même une 4e modalité, la bifurcation, en tenant compte des apports théoriques et méthodologiques de la textologie telle que l'a décrite Boris Tomaszewski à la fin des années 1920. Donc j'aborde tout d'abord le phénomène de l'inachèvement, et je voudrais qu'on se demande quelle peut être la place d'une œuvre inachevée dans la mémoire littéraire nationale et dans le recueil des œuvres complètes d'un écrivain. Le cas du roman Nieteczka Niezłomny m'a toujours semblé très intéressant à cet égard, puisqu'il s'agit d'une œuvre inachevée, mais néanmoins rééditée de son vivant par Fyodor Dostoïevski, qui lui a donc accordé de sa propre initiative une place tout à fait singulière dans la première édition de ses œuvres complètes en 1860. L'exemple ne cesse pas de nous interroger. Il est très difficile de trancher sur le statut de cette œuvre, qui peut être considérée comme inachevée, abandonnée ou simplement interrompue. En fait, le roman a été partiellement prépublié dans la revue Les Annales de la Patrie, à partir du mois de janvier 1849. La 2e livraison a lieu en février, et la 3e se fera de manière anonyme au mois d'avril, puisque à ce moment-là, Dostoïevski a déjà été arrêté le 23 avril 1849. Contrairement au texte d'un roman comme Dubrovski, l'inachèvement ici n'est pas lié à la mort de l'écrivain, mais à une tout autre type de catastrophe existentielle. Et on imagine bien les raisons qui ont dissuadé Dostoïevski de reprendre la rédaction de ce roman à sa sortie du bagne d'Omsk en 1854. Donc j'ai repris les derniers mots du roman. Je regrette, j'ai oublié de mettre les traductions. Je lirai simplement les dernières phrases. «После извините меня, я нездорова», отвечала я наконец, проходя мимо него. «И так завтра», — сказал он, откланиваясь с какой-то двусмысленной улыбкой, «но, может быть, это мне так показалось. Все это как будто мелькнуло у меня перед глазами». Cette conclusion n'en est absolument pas une. Elle laisse le mystère des intentions de ce nouveau personnage qui est Avrov vis-à-vis de la jeune héroïne, qui est cette jeune cantatrice. Donc pour parler de ce roman, le grand chercheur dostoïevskien Joseph Frank a pu parler de roman fragment, tout en lui accordant un rôle pivot dans la production littéraire de l'écrivain. Autre texte notoirement inachevé de Dostoïevski, le court récit Bobok, a ceci de particulièrement saisissant qu'il met lui-même en scène des spectres, ou plutôt des voix spectrales. Vous vous souvenez peut-être de ce récit vous souvenez peut-être tous de ce récit de ce personnage qui se promène dans un cimetière et qui entend ces voix. Et à nouveau, donc j'insisterai sur les dernières lignes. «А к тем непременно вернусь, обещали свои биографии и разные анекдоты. Тьфу, но пойду, непременно пойду, дело совести». Et ensuite, quelques mots. Donc ils ont promis leur biographie et d'autres anecdotes. Bobok paraît dans le numéro 6 du journal Grajdanin. Il prend place dans une rubrique vouée à un bel avenir éditorial. C'est le journal d'un écrivain. Et pourtant, ce texte est inachevé.
La seconde version du grand livre de Mikhail Bakhtin, publié en 1963, prête une attention critique particulière à ce texte, qu'il désigne comme le microcosme de l'œuvre tout entière. On sait donc que Bobok concentre en fait tous les aspects de la carnavalisation pour Bakhtin, et ce même auteur, ce même critique Bakhtin, qui est si sensible à ce qu'il appelle l'inachèvement principiel, en fait, ne souligne à aucun moment de son commentaire le caractère inachevé, concrètement inachevé, de ce récit qui s'autodésigne comme un prologue. Et de fait, Dostoïevski semble avoir voulu actualiser dans Bobok une poétique, la poétique des cycles de contes dont les reprises romantiques et médiatiques ont été bien étudiées par les spécialistes de Dostoïevski ici présentes, Victor Feuillebois et Laetitia Decour. Je me demande en fait dans quelle mesure le contexte médiatique de tous ces textes inachevés n'a pas joué un rôle essentiel dans la fragmentation et dans l'inachèvement des écrits de cette période. Donc il existe pourtant dans la mémoire littéraire russe un cas d'inachèvement spectaculaire qui n'a que peu de choses à voir avec ces exemples, mais qui a tout de suite acquis les dimensions d'un mythe. Enfin, peut-être pas tout de suite, on va le voir. C'est ce qui me permet d'esquisser une transition avec cette deuxième modalité que j'ai appelée la mutilation. Donc je pense bien sûr à la destruction des âmes mortes, qui a eu lieu, faut-il le rappeler, dans la nuit du 11 février 1852. Et en fait, il s'agit d'un cas d'école pour comprendre la distinction entre une approche historique et une approche mémorielle du fait littéraire. Les historiens et les biographes tenteront toujours de répondre à cette question. Que s'est-il passé? Quel rôle obscur a joué le père Mattefeuille dans cette prise de décision? Mais l'approche mémorielle, quant à elle, tient davantage compte de la rumeur du légendaire qui résonne après l'événement. Cette rumeur montre comment la mémoire littéraire continue de se nourrir de la possession fantôme de ce qu'elle a perdu. Et c'est frappant dans le récit mémoriel de la destruction des manuscrits de Gogol, qui culmine autour de 1909 avec les commémorations du centenaire de l'écrivain. Ce qui est frappant surtout, c'est l'identification du livre détruit et de la vie de l'auteur. On voit là, en fait, dans la mise en récit de l'épisode, quelque chose qui se rapproche de ce que Boris Tomaszewski a appelé une légende biographique. Cette identification est très nette dans le titre du célèbre tableau d'Ilya Repin, Самосожжение Гоголя, ou encore dans la relecture symboliste faite par Blues dans un de ses articles publiés à l'occasion du centenaire, sous le titre Ispepelione, le cinéfié. On voit comment la légende biographique se diffracte en nouvelles représentations imaginaires, en nouveaux textes littéraires parfois, et je pense bien sûr aux résonances de l'événement dans l'œuvre de Mikhail Bulgakov, avec le destin du maître, et les échos, bien sûr, entre la destinée du maître et la destinée de Bulgakov lui-même. Mais la mutilation interroge enfin le statut de ceux qui subsistent malgré tout. La première partie des âmes mortes peut en effet passer pour une œuvre à la fois tronquée et autonome, pour employer les termes de Donald Fanger, dans l'article qu'il consacre à Gogol, dans le deuxième volume, de la monumentale Histoire de la littérature russe, publiée chez Fayard. Dans ce mot de mutilation, je voudrais faire entendre l'idée d'une perte partielle qui confère à la lacune textuelle les contours d'un membre fantôme. C'est ce qui frappe d'emblée le lecteur de Dostoïevski lorsqu'il s'approche d'un texte comme Les Démons. On ne sait jamais trop que faire du chapitre censuré chez Tikhon, dont les éditions non académiques n'ont d'ailleurs jamais tranché la question de la position. Faut-il l'inclure dans le texte? À quelle place? Tout ceci nous ramène à l'éternel problème textologique de l'intention, la dernière volonté d'un auteur qui n'a lui-même jamais réintégré le chapitre refusé dans les éditions postérieures. La question délicate des rapports entre censure et autocensure se pose aussi de manière centrale dans cette réflexion, au sein d'un 19e siècle qui, du fait de l'existence de la censure préalable, impose en fait une textualité lacunaire. La disparition devient l'autre visage de ce processus d'anéantissement qui résulte parfois des conflits entre les écrivains et le pouvoir. J'appelle disparition, troisième modalité donc, une forme d'anéantissement qui peut prendre les dimensions d'une œuvre, d'un livre entier, voire d'une bibliothèque. Je ne reviendrai pas sur l'exemple de la bibliothèque des détenus de Solovki, mais je mentionnerai rapidement une légende, celle de la fameuse Libéria, la bibliothèque disparue d'Ivan le Terrible, qui est mentionnée pour la première fois dans le récit d'un chroniqueur livonien sous ce nom, chroniqueur du XVIe siècle. Cette bibliothèque légendaire est censée avoir abrité en son sein tout un fonds de manuscrits byzantins extrêmement précieux, donc amenés pour le mariage de Sophia Paléologue,
Et la légende de la Libéria, c'est en fait, dont les historiens ont perdu la trace pendant le temps des troubles, elle s'est diffusée au XXe siècle grâce aux écrits et aux comptes rendus d'un archéologue aventurier, Ignacy Steliecki, qui en 1933 a même reçu de Staline l'autorisation de fouiller les souterrains du Kremlin. Donc on a toute une série de publications sur le résultat assez décevant de ces excavations. Parmi les œuvres interdites, disparues et demeurées néanmoins présentes dans les mémoires, il convient bien sûr de citer le cas paradigmatique du voyage de Pétersbourg à Moscou. On sait que le livre d'Alexandre Radishev a d'abord reçu l'imprimatur de la censure, qu'il a été interdit, que tous ses tirages ont été brûlés sur ordre de Catherine II, et que le recueil des œuvres inédites de l'auteur, après sa mort, exclut encore le livre séditieux. Donc ce livre, il est réédité pour la première fois à Londres en 1858 par Herzen, mais néanmoins, la mémoire du voyage, texte absent par excellence, texte fantôme, cette mémoire occupe une place majeure dans les références culturelles de l'intelligentsia du XIXe siècle. Si le livre apparaît inaccessible, le nom de son auteur n'en devient que plus important pour l'histoire des idées. À la fin du XXe siècle, les enquêtes archivistiques de Vitaly Chentalinski expérimentent une autre attitude vis-à-vis du manque, emblématique d'une manière différente de se rapporter à la présence-absence des œuvres disparues, manière sans doute propre au paysage mémoriel post-soviétique. Je recontextualise en quelques mots la démarche de Chentalinski. C'est un journaliste, un auteur de plusieurs recueils de poésie, qui est principalement connu pour son livre « Rado Svobody в литературных архивах KGB », publié à Moscou en 1995, alors que les traductions françaises et américaines paraissent dès l'année 1993. Au début du texte, l'auteur raconte l'épopée de l'ouverture des archives, puisqu'il a été placé par l'Union des écrivains à la fin de la perestroïka, à la tête d'une commission fédérale pour l'héritage des écrivains victimes de répression. Dans chaque chapitre, Chentalinski superpose sa voix au discours de l'inculpé, à ses autocritiques manuscrites, à ses dépositions, et parmi ces écrivains, on trouve les noms de Mikhail Bulgakov, Boris Pilniak, Ossip Mandelstam ou encore Andrei Platonov. Le plus long chapitre concerne néanmoins le destin d'Isaac Babel. Le texte de Chentalinski s'avère ici traversé par ce que Judith Schlanger appelle le sentiment de la perte, voire parce que je serais tenté d'appeler moi-même une hantise du chef-d'œuvre inconnu. Donc, ce chapitre s'ouvre sur le récit dramatisé de l'arrestation de Babel dans sa maison de Peredelkino, et il s'attarde sur le résultat des perquisitions. Donc, je citerai à nouveau, pas tout, mais un bout. Шел обыск и на московской квартире, взяли еще 15 папок рукописей, 18 блокнотов и записных книжек, 517 писем, открыток и телеграмм, 110 фотографий, разные переписки, 254 листа, выдирали даже страницы из книг с дарственными надписями. Теперь мы знаем, какое наследие Бабеля попало на Лубянку, на несколько томов. Chentalinski tente ici de délimiter les contours d'une disparition en convoquant l'image concrète de ces éditions d'œuvres complètes qui font la fierté des études philologiques en Russie. Ce souci d'historien de la littérature prend bientôt les allures d'une déploration, l'enquêteur regrettant de n'avoir retrouvé aucune trace de ce fonds manuscrit dans les archives. Клочок неба над Лубянкой проткнула закопченная труба, столб дыма, десятилетиями просыпавший Москву пеплом сожженных рукописей, сколько улетело в эту трубу книг, которых уже никто никогда не прочтет. Pourtant, certaines œuvres connaissent parfois en Russie des éclipses et des réapparitions. Certains textes disparus savent réapparaître grâce au travail des philologues, à l'action courageuse de quelques passeurs et en vertu de cette alternance historique entre gel et dégel. On a déjà parlé ce matin. C'est ici que notre approche mémorielle doit fatalement rejoindre le souci historiographique. Le temps littéraire en Russie ne peut être qu'un temps anachronique, et des œuvres aussi importantes que Le voyage de Pétersbourg à Moscou, Le chapitre refusé des démons, le roman Le Maître et Marguerite, et la fameuse fresque Vie et destin de Vassili Grossman, ont tous connu des publications décalées dans le temps. L'histoire de leur réception, l'histoire mouvementée de leur réapparition, fait elle aussi partie de cette histoire littéraire, et elle crée l'anachronisme. Pour terminer ce parcours du manque, j'introduirai une dernière modalité, je m'en sortirai pas. Donc j'introduis une dernière modalité de l'absence, que j'appellerai la bifurcation. Cette question me paraît engager un ensemble de problèmes très importants qui concernent les rapports entre textologie et histoire littéraire.
Donc, textologie et histoire littéraire, mes réflexions viendront vite s'appuyer sur les propositions de Tomaszewski et sur celles de Jacques Catteau dans son étude fameuse consacrée à la création littéraire de Dostoïevski. Dans son ouvrage de 1928, Pisateli Knig Achak Textalog, Boris Tomaszewski s'érige contre la conception téléologique de la genèse littéraire qui est défendue à la même époque par son contemporain Pixanov. La conception du processus créateur chez Tomaszewski a été récemment d'ailleurs remise sur le devant de la scène théorique par les membres de l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui ont été promptes en fait à reconnaître chez lui un précurseur de la critique génétique. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il peut passer pour un précurseur de cette critique ? Eh bien, parce que contre la notion de téléologie interne, défendue par Pixanov, Tomaszewski, lui, défend l'idée de ce qu'il appelle, l'étude de ce qu'il appelle la forme du mouvement, forma движения. Et dans une riche métaphore filée, empruntée au domaine de la physique, plus précisément à la théorie mécanique, le textologue et formaliste russe développe un modèle dynamique beaucoup moins univoque que celui de Pixanov. Pour lui, l'étude des manuscrits n'est pas toujours subordonnée à l'établissement d'un texte définitif. La forme du mouvement et les bifurcations de l'œuvre font aussi partie de cette recherche. Elles doivent être rendues visibles grâce à la reconstruction de ce qu'il appelle le projet de l'écrivain. Donc le concept de projet, Zarnissiel, permet d'unifier un certain nombre de textes inachevés et disparates. Donc je citerai rapidement ce passage de Tomaszewski qui évoque les usages de la textologie en histoire littéraire. При изучении истории текста вскрывается уже не статическое явление, а литературный процесс его выработки и становления. Изучая замысел поэта, мы часто вскрываем связи, на первый взгляд неясные, между различными произведениями одного автора. Изучая его незавершенные планы и черновики, мы часто находим те недостающие звенья эволюционной цепи, которые позволяют нам интерполировать, заполнять промежутки между отдельными объектами наблюдения. Таким образом, история текста в широком смысле этого слова дает историку литературы материал движения, который не légit на поверхности литературы, а скрыт в лаборатории автора. Donc la notion unifiante de projet a bien à voir avec ce que la critique génétique appelle l'avant-texte, mais je saute un peu cette idée. Un projet avorté peut parfois venir hanter les historiens, les spécialistes de l'histoire littéraire russe. C'est le cas pour l'œuvre de Dostoïevski, d'un projet qui émerge entre 1868 et 1870. Je pense au projet bien connu intitulé Житие великого грешника, la vie d'un grand pécheur. Je n'ai pas le temps de revenir sur le détail de ce dossier qui a été bien documenté par de très grands spécialistes, à commencer par Jacques Catteau et Joseph Franck. Donc il comprend plusieurs plans manuscrits et aussi des lettres qui contiennent des descriptions de ce roman jamais réalisé. Ce qui m'intéresse ici davantage, c'est la place que lui accorde Jacques Catteau dans sa thèse et dans le maître ouvrage qui en est issu, La création littéraire chez Dostoïevski, paru dans cette maison en 1978. D'autres avant lui ont abordé l'étude de ce texte, donc les philologues Vladimir Fritsch et Nicolas Brodsky qui l'ont édité dès 1922, et je pense aussi à Tomaszewski dans le livre de 1928, qui le cite vraiment comme exemple de ce qu'est un projet. Et enfin, Konstantin Moszulski, dans sa grande étude de 1947, qui le décrit comme le centre spirituel de l'œuvre, comme une eau souterraine qui nourrit de ses eaux les grands romans des années 70 et 80. Mais c'est néanmoins Jacques Catteau qui lui a accordé le plus d'attention dans la seconde partie de sa thèse. Dès l'introduction, Catteau développe la métaphore biologique, qu'il préfère au modèle mécaniste de Tomaszewski. Pour lui, l'étude des manuscrits permet de dégager les constantes qui président à la procréation, l'enfantement, la naissance et l'adolescence du roman, je le cite. Elles permettent de décrire la vie romanesque en son élan. Et ailleurs, le processus de création est comparé à un arbre d'où partent les branches déviées, nouées, tourmentées par les bourrasques de la vie personnelle, du romancier et de l'histoire. Donc à partir de ces images fondatrices, les hyperboles ne manquent pas pour décrire la vie d'un grand pécheur. Elles ne font d'ailleurs que prolonger le discours toujours très hyperbolique de Dostoïevski à propos de son roman qui devait être son dernier roman. Donc Catteau y voit le sommet de la recherche créatrice, qui est à la fois, je cite à nouveau, aboutissement et renversement. Il y perçoit la reprise d'une vieille œuvre inachevée, Nietzsche Konieczvanov, puisqu'en fait, les deux sont les romans d'une vie, et c'est une forme narrative assez rare, absente de l'œuvre dostoïevskienne. Et Jacques Catteau il reconnaît enfin un projet à la fois grandiose et irréalisable, je le cite, « Bâtir un roman qui préserve la totalité, la pluralité, l'entrelacement
et l'ordonner comme l'univers dans un espace éternel et orchestré. Donc il étudie bien sûr les bifurcations et les aboutissements concrets du projet, dont les idées ont été distribuées dans les démons, dans les frères Karamazov et surtout dans le récit Padrost, dans le roman Padrost. Mais Kato parle surtout de la survie en creux d'un roman qu'il hisse au rang de chef-d'œuvre spectral. Je le cite une dernière fois, serait-ce un paradoxe que d'écrire que toute l'œuvre de Dostoïevski peut être rapportée à un seul roman qui ne fut jamais écrit. Donc il m'importe maintenant de conclure un propos qui a accumulé les exemples et les anecdotes pour tenter de tisser un discours sur le manque. Ce dernier filigrane bien la mémoire culturelle russe. Je ne reviendrai pas sur les 3 modalités de la perte que j'ai empruntées à des travaux antérieurs en y ajoutant la notion de bifurcation. Elle permet en fait de mettre en parallèle le concept de texte fantôme avec les développements de la science textologique. Donc vous l'aurez compris, il m'a semblé lire à travers les propositions de Tomaszewski et surtout les travaux de Kato, une sorte de nostalgie du chef-d'œuvre inconnu. Ce livre somme, ce roman total que devait être la vie d'un grand pêcheur, il est tentant de le rapprocher d'un autre événement intellectuel qui s'est tenu à Paris durant cette année 1978. Je veux parler du dernier cours de Roland Barthes au Collège de France, un cours consacré à l'œuvre en projet, au projet de l'œuvre, à ce que Barthes appelait la préparation du roman. Il n'empêche que je ne me suis guère écarté de l'approche mémorielle chère à Judith Schroeder. Faire une histoire littéraire du manque, ce dont je me sens moi-même bien incapable, impliquerait sans doute de distinguer, de périodiser, dans l'épaisseur du temps historique, différentes manières de se rapporter collectivement à la présence-absence des œuvres. Elle prendrait place donc dans une histoire de la réflexion. Cette histoire aurait ainsi pour but de mettre en relief l'évolution des attitudes face au manque, à la perte littéraire, sans trop verser ni dans la déploration ni dans la mélancolie, et difficile de ne pas évoquer le trauma qu'on a tous vécu il y a 48 heures, la perte du livre de Pierre, et voilà, l'histoire nous a rattrapé cette semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très original. Je vais passer la parole à Alexis Evstratov. Alors tout à l'heure, Catherine a parlé pour moi, et donc je continue ce circuit. Là, je vais parler pour Rodolphe parce qu'il préside. Je vais libérer ta parole. Juste pour... merci beaucoup. Effectivement, un propos passionnant. Un petit complément d'information qui, comme à chaque fois, j'essaie de saisir cette occasion pour ouvrir sur un débat plus général. Donc, si on regarde dans la littérature nepamethnique, dans Putechest Petersburg ou Moscou, il y a jusqu'à 1850 entre 80 et 90 exemplaires manuscrits, copiés. Et pas qu'en Suisse. 80 et 90. 80 et 90 en traduction. Merci pour la traduction. Catherine est récemment allée à Lausanne, donc elle est bien. Maintenant, je suis bilingue. Lausanne, français. Donc, ça veut dire que c'est pas une œuvre qui a disparu, ça c'est sûr. Il a une existence matérielle, attestée, etc. Après, la question, donc c'est ça l'ouverture, sur notre définition du littéraire. Est-ce que le littéraire, c'est l'imprimé ou aussi d'autres choses? Oui, mais je n'ai pas tellement de réactions. Chaque exemple, j'ai survolé beaucoup d'exemples et je me suis attardé sur un cas qui est celui que je connais le mieux. Évidemment, chaque catégorie peut être affinée et puisque l'histoire du manque doit prendre place dans une histoire de la réception, quels étaient les lecteurs. Enfin, voilà, il y a une œuvre qui circule, qui est lue à l'étranger, qui est lue aussi à l'intérieur par certains réseaux, j'imagine, auquel le grand public n'aura accès qu'au XXe siècle. Voilà, ça implique dans l'histoire de la réception des distinctions qui sont assez classiques du public. Si on prend la question à l'envers, c'est une question encore une fois de Béotien, mais dans le cas de la littérature orale populaire, est-ce qu'on peut parler de manque tant qu'il n'y a pas de fixation sur un support écrit? Est-ce que là, le manque existe? Maintenant que la mémoire est vivante et que les textes circulent... Un texte peut ne pas avoir d'existence matérielle et pour autant exister. Oui, c'est très juste. Mais en même temps, la question de l'oubli, la question
combat contre l'oubli et la perte du récit, elle est souvent thématisée par cette littérature orale. Donc c'est comme ça que moi j'arriverai à la réintégrer. Pour revenir à Radishev, d'abord, Alexis a tout à fait raison, il y avait des copies, et qu'un certain nombre d'écrivains célèbres ont consulté. Ensuite, il y avait eu quand même la publication de certains chapitres dans des périodiques dès la fin du XVIIIe siècle. Et puis enfin, ce qui est intéressant, c'est que pour combler effectivement ce qu'on peut d'une certaine manière considérer comme un manque, eh bien, l'historiographie a construit des espèces de filiations, notamment l'exemple le plus connu, c'est la création de ce groupe appelé les poètes radishevts, dont on a depuis montré que ce n'était pas du tout des poètes radisheviens, mais qui sont censés finalement donner la parole à quelqu'un qui en a été privé en créant des œuvres qui sont comme un écho de ce qui aurait été proposé par ce texte, sinon disparu, en tout cas inaccessible. Moi j'avais une autre question qui va dans le sens de ce que vous dites. Je pense qu'on peut s'interroger aussi sur cette pratique éditoriale. C'est par là que vous avez commencé des Pour Savoir de Sechini, qui est quelque chose de très très soviétique pour moi, ou de très russe, et qui témoigne probablement de quelque chose dans la composition des corpus, dans la composition du canon, dans le rapport à la littérature, dans la sacralisation du mot de n'importe quel écrivain qui est canonique. Enfin, on publiera Zappis et Tchikaoudi, il faut racheter du lait. Enfin, c'est quasiment ça. Et c'est très 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 éloigné quand même du rapport que l'on a en Occident, en tout cas en France, vis-à-vis de la littérature, où il y a une œuvre comme ci, comme ça, même des choses comme la Pléiade, c'est souvent des choix d'œuvres. Pendant très longtemps, la Pléiade c'était considéré comme l'équivalent des Testa Académie Nauk. Il n'y avait jamais tout, quoi. Pour de très grands auteurs français, il n'y avait jamais tout. Donc c'était pas. D'ailleurs, tu parles de littérature nettoyée, ce sont des monuments, quoi. Il y a l'aspect monumental, qui est quelque chose également à analyser pour comprendre le rapport au littéraire dans cette culture spécifique. Oui, mais ça, je venais rebondir, parce qu'en plus, ça rejoint mes préoccupations comparatistes. Il me semble que dans le champ éditorial français et francophone, on a l'équivalent seulement avec les grands auteurs panthéonisés du XVIIIe siècle. On a des éditions diplomatiques. Pour Voltaire... Et encore, on a très très longtemps lu Manon Lescaut, qui est quand même une partie d'un roman plus grand, s'inscrivant dans une œuvre plus large. Oui, mais Prévost n'est pas au Panthéon. Oui, d'accord, bon, quand même. Non, mais c'est pas le même. Et dont il y a eu une édition classique universitaire en plusieurs volumes, c'était Jean Sgard, c'est ça, que dans les années 70-80, quoi. Oui. Alors que c'est un best-seller depuis le XVIIIe siècle. C'est passionnant d'observer d'ailleurs la manière dont les chercheurs de l'ITEM aujourd'hui se rapportent à l'école russe, et à la fois pour des transferts de compétences, des sciences du texte qui en France n'ont pas eu le même degré d'élaboration, et en même temps des débats toujours sur le statut de l'œuvre achevée. Après, j'avais lu aussi, justement, l'ITEM a fait une traduction, j'aurais pu donner la traduction de Tomaszewski, parce que je pense que ce passage-là, qui concerne les rapports entre textologie et histoire littéraire, a été inclus dans l'anthologie qui s'appelle La textologie russe, qui a été publiée par l'ITEM il y a quelques années. J'ignore ce qu'en pensent les historiens, historiens de la littérature vingtiémiste ici, mais il y a cette idée aussi que c'est parce que l'interprétation a été idéologiquement cloisonnée que beaucoup de littéraires et de chercheurs russes se sont tournés vers cette culture de l'édition savante, et qu'on a développée comme ça. Je cite une hypothèse qui est lancée par Daniel Ferrer dans l'introduction de son anthologie de la textologie russe. Je peux dire un mot sur la textologie. Je pensais à vous comme autorité sur la question. Je pense qu'on n'a pas à se flatter, nous les Français, de ne pas avoir développé cette étude de cette culture de l'édition complète. Parfois, ça nous rendrait service. Alors, je ne pense pas que ce soit une particularité soviétique.
c'est une particularité germanique. Et s'il y a modèle, c'est de l'Allemagne vers la Russie. Alors maintenant qu'à l'époque soviétique, pour la Grande Pléiade, ça a certainement été une niche. Deuxièmement, je pense que ça payait bien. Mais troisièmement, c'était aussi des choses essentielles à faire pour les classiques, parce que les classiques n'avaient pas eu d'œuvre, et beaucoup de leurs... Enfin, Pouchkine, par exemple, pour commencer. Pouchkine n'était pas connu dans son intégralité avant les années 1920. Bon, et pour Dostoïevski et les autres, c'était la même chose. Donc, et puis je pense que politiquement, c'était important pour eux aussi de dire bon, on va faire mieux que sous l'Ancien Régime. Oui. Alors maintenant que c'est une question très importante, cette question des éditions complètes, et bon, et la textologie, et comment on fait, et les variantes, parce que il y a un débat qui est absent, parce qu'il est peu connu chez nous entre Oxman et Tomaszewski, mais juste parce qu'Oxman était 10 ans dans les camps de la Kolyma, et donc le débat a été biaisé. Enfin, on continue, même je pense aujourd'hui en Russie, à débattre là-dessus. Donc ça a des avantages, mais de toute façon, c'est un projet fou, parce qu'à partir du moment où on va donner les variantes, etc., il va falloir s'arrêter à un moment donné. Sans compter qu'il y a des œuvres qu'on a éditées aujourd'hui, c'est des pures reconstitutions. Je pense au journal d'Ali Acha, par exemple, c'était des pures reconstitutions de celle, en l'occurrence, qui a eu accès. Voilà. Et puis, alors après, il y a les œuvres complètes, comment on les constitue. Est-ce que ça va être par genre, comme c'était un peu la tradition pour Pouchkine, ou comme ce qu'on voulait faire, mais je pense que c'est enterré, parce que, hélas, aujourd'hui, même en Russie, je pense, les compétences de cette génération-là, on les a plus trop, et on n'a pas trop envie non plus d'y rester 10 ans. Il y a eu le projet aussi de faire un Pouchkine chronologique, purement chronologique. Donc ce qu'il faudrait regarder, c'est ce que Oxman a fait sur Herzl. Parce que Oxman, sur Herzl, a suivi le principe chronologique, a dû batailler contre ça, et surtout ce qu'il a fait, qui était remarquable à l'époque, c'est d'essayer d'aller récupérer tout ce qu'il y avait à l'étranger, et pour donner vraiment un panorama complet. Donc bien sûr, ça a des limites, c'est des projets fous, d'autant plus que pour tout ce qui s'est fait à la période soviétique, on n'est pas sûr que les textes, enfin, ou certains, on le sait, pour Tchekhov, les correspondances, ça a été caviardé, etc. Donc, bon. Mais enfin, on est content aujourd'hui d'avoir ces choses-là, les 90 volumes de Tolstoï, etc. L'œuvre de Pouchkine, c'est toujours elle, l'édition stalinienne, qui fait référence. Donc je disais ça, et donc dans ce que vous avez dit qui est intéressant, il faudrait quand même soulever aussi le problème des auteurs pour lesquels on n'a plus d'archives. Bien sûr. Parce que, bon, pour eux, comment on fait, quoi. Comment on fait, voilà. C'est ce que soulève Chatelinski avec Babel, bah, oui. il en fait un texte littéraire. Je pense à Grigorianov, aussi, où on n'a plus rien, ou beaucoup d'autres aussi, ou même Mandelstam, où il reste des choses, mais pas tout, voilà. Mais c'est une question à intégrer, bien entendu. Encore deux petites questions à Catherine Géry. Oui. Marina Pantina. Donc, 3 petites questions. Hein. En fait, c'est encore par rapport à ces questions des œuvres complètes. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le travail extraordinaire et parfois le besoin qu'on a besoin de ces éditions de référence. Mais moi, ça me pose quand même des petits problèmes parce que, une fois encore, c'est les classiques qui font l'objet des œuvres complètes et uniquement les classiques. Et c'est encore une façon d'écrire l'histoire littéraire. Il suffit de regarder qui fait l'objet d'œuvres complètes. Alors, les choix, les sélections, une fois encore, il y a des questions qui se posent de ce point de vue-là, me semble-t-il. La deuxième chose, les œuvres complètes qui ont été faites au XXe siècle pour les auteurs du XIXe, par exemple, ne reprennent pas l'ordre choisi par les auteurs à l'époque où eux éditaient leurs propres... Alors, ce n'était pas des œuvres complètes, mais c'était déjà des recueils. Et on sait que la façon dont les textes étaient présentés dans les recueils disait déjà quelque chose de ce que l'auteur voulait présenter lui-même. C'était presque des autoportraits, cette façon de présenter les œuvres, et qu'on ne les a pas, la plupart du temps, les œuvres complètes qui ont été faites ensuite au XXe siècle ont complètement chamboulé, et parfois même ne mentionnent même pas, en fait, cette question d'ordre aussi
de présentation des textes. Donc ça, c'est un peu la deuxième chose qui me... Et puis par rapport à l'exposé très brillant de Nicolas, moi j'y ai vu, je conclurai là-dessus, de façon allégorique, une sorte de mise en garde. Évitons la nostalgie totalisante de l'œuvre achevée et définitive aussi dans notre tentation d'écrire l'histoire de la littérature russe qui ferait autorité après toutes les autres en 100 volumes. L'histoire de la tentation de l'exhaustivité, je crois que c'est toi, Alexis, qui l'avait évoqué ce matin. C'est vrai que c'est peut-être un écueil aussi auquel il faut faire attention. Merci. Sylvie. Parce que c'est vraiment des questions. Oui, moi je voulais juste peut-être apporter un point de vue peut-être un peu complémentaire sur les œuvres complètes. C'est que l'un des buts aussi de ces grands travaux académiques, c'était de fournir un matériau qui puisse ensuite être utilisé dans l'automatisation et le traitement automatique de ces gros corpus-là pour produire le dictionnaire de la langue de Pouchkine, le dictionnaire de la langue de Dostoïevski, mais aussi plus largement pour travailler sur l'idée que si on voulait réussir, si l'Union soviétique voulait réussir à dépasser les États-Unis en matière de traduction automatique, elle devait être capable non pas de traduire des petits morceaux de phrases qui étaient directement des choses militaires liées à l'armée, mais si on était capable de traduire Dostoïevski, à ce moment-là, on serait capable de traduire n'importe quoi. Donc, c'était aussi l'une des données de base de la traduction automatique. Donc, voilà, c'était juste une hypothèse que j'ajoutais à vos réflexions. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. On va faire une petite